Est-ce qu'il y a encore des soucis? Est-ce que tout le monde est OK là pour tout le monde a réussi à exécuter la fonction? Oui. Oui. OK, très bien. Alors, donc maintenant qu'on a tous réussi à saisir et exécuter une fonction, on va maintenant, bien entendu, la réexaminer. Et vous allez me dire un petit peu maintenant qu'est-ce que vous voyez au fait. Quel est le problème de cette fonction? Donc, elle marche bien, elle calcule bien notre racine carrée, mais elle a quand même un inconvénient. Lequel? C'est quoi l'inconvénient? C'est qu'on manque de justesse, en fait. On n'arrive pas, on n'arrive pas à la finalité de ce qu'on cherche. On n'est pas au bon résultat. Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas au bon résultat? Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir toujours le bon résultat? La précision, non? Ouais, ça manque de précision. Exactement, parce qu'au fait, avec cette fonction-là, vous avez remarqué qu'il fallait donner un nombre d'itérations qu'on ne peut pas deviner à l'avance. D'accord? Donc, comme on ne peut pas deviner le nombre d'itérations à l'avance, on va travailler donc avec une deuxième fonction que je vais vous présenter là. Est-ce qu'il faut lui dire de s'arrêter à telle itération dès qu'on arrive à 0 ou quelque chose comme ça? Alors, on va plutôt travailler comme ça avec la deuxième fonction que je vais vous présenter, qui est racine carrée 2. Regardez bien racine carrée 2 et dites-moi est-ce que vous la comprenez. Donc, je vais zoomer dessus. Voilà, je vais zoomer. Voilà, racine carrée 2, c'est celle-là. C'est quoi la différence avec racine carrée 1? Le E, ça représente le seuil. Exactement. Le E, ça représente le critère d'erreur à partir duquel j'autorise mon programme à s'arrêter. Donc, ça veut dire que si je rentre un critère très très petit, comme 0,01, ça veut dire que je vais avoir quelque chose d'assez précis. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de deviner le nombre d'itérations. C'est lui qui va exécuter ce while que vous voyez ici, qui est un tant que quoi? Tant que la différence entre les deux dernières valeurs qu'il a calculées, tant que cette différence est supérieure à un seuil, il continue. Dès qu'elle devient inférieure au seuil, il sort de cette fonction et il met le résultat dans Y. Donc, je vous laisse aussi noter cette deuxième fonction-là. Au niveau du code, la seule différence qu'il y a avec la première, c'est qu'au lieu d'avoir une boucle for, on a ici ce qu'on appelle une boucle while. Donc, vous remarquerez que la première fois qu'il rentre dans cette fonction-là, on initialise A, petit a à 0 et AA à X. Et ensuite, on lui demande tant que la différence entre petit a et AA n'est pas inférieure à un certain seuil, je sauvegarde AA dans A et je calcule le nouveau AA. Et de nouveau, je réévalue la différence entre les deux. Et tant que cette différence n'est pas inférieure à un seuil, ben, il continue à faire ses calculs jusqu'à ce que cette condition-là soit respectée.
Alors, est-ce que vous avez saisi cette fonction et vous l'avez exécutée? C'est en cours. OK. Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer à quoi correspond le E? Le E, il correspond à ce que j'ai expliqué tout à l'heure en cours, donc je vais reprendre. Il correspond aux critères. Alors, je ne sais pas pourquoi cette. Oui, ah oui, c'est ici. Voilà. Il correspond aux critères qu'on a dit, voilà. Tant que l'erreur entre A à l'itération K plus 1 et A à l'itération K, tant que cette erreur-là n'est pas inférieure à ce epsilon, c'est celui-là le E qu'il y a dans le programme, il correspond à ce epsilon qui est ici. Tant que cette différence n'est pas inférieure à epsilon, on reboucle et on refait le programme. Donc ce epsilon-là, quand je vais l'utiliser, je peux le prendre égal, par exemple, à 0,001. D'accord. Ou bien à 10-6, si je veux quelque chose de plus précis, ou bien 10-9, ou bien 10-12. D'accord. Voilà. Merci. Donc cette deuxième fonction-là, quand je vais vouloir l'exécuter, ben, je vais tout simplement taper son nom. Donc par exemple ici, racine carrée 12 avec une erreur de 0,01. Voilà. Alors racine carrée 1, racine carrée 2. Voilà, racine carrée 2 avec un critère de 0,01. Donc, il va me répondre 3,4646. Donc, si je veux racine carrée de 126, je peux garder le même critère. Je n'ai pas besoin de préciser le nombre d'itérations ni quoi que ce soit. Et j'aurai, voilà, par exemple, pour racine carrée de 126, j'aurai 11,2252. Donc là, si je calcule racine carrée avec MATLAB, SQRT de 126, combien il va me donner MATLAB? Il va me donner 11,2250, alors que notre algorithme nous a donné 11,2252. Donc, ça veut dire que si je veux encore quelque chose de beaucoup plus précis, il me suffit de faire 0,01. Voilà, j'ai toujours pas quelque chose d'aussi précis que MATLAB, donc je vais monter encore, je vais diminuer mon erreur. Voilà, tac, et là, voilà, j'ai un résultat. Donc, quand je travaille à 0,0001, j'ai un résultat qui est très précis, c'est-à-dire que sur ces 4 digits-là, j'ai une différence qui est nulle entre le résultat à l'itération K et le résultat à l'itération K plus 1. Moi, juste monsieur, j'ai une petite question. Oui. C'est dans les paramètres qu'il faut pour quand vous tapiez racine, il y a tout votre historique qui s'affiche. Je n'ai pas compris votre question. Là, quand vous tapez racine, par exemple, dans la commande,
Racine carrée 2, oui. Ouais, voilà, bah vous, quand vous tapez, vous avez toute l'énumération de tout ce que vous avez fait auparavant. Vous avez une petite. Bah, il suffit juste de faire R et Ouais, voilà, ra- ça c'est dans les paramètres qu'on règle ça Avec pour que ça save s'affiche. as. Quand tu as Non, fait non, save as. pas du tout. Ça, c'est juste que au moment si par exemple je fais racine, si je fais racine, lui, qu'est-ce qu'il me liste? Alors, attendez. Ah non, mais voilà, moi ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, voilà, ça, j'ai pas la petite fenêtre qui s'affiche au-dessus en fonction de ce que j'écris. Vous n'avez pas ça? Ouais, non, j'ai pas la fenêtre. Alors, c'est peut-être dans les paramètres. Bah, moi, j'ai pas réglé de paramètres particuliers. Normalement, il vous donne il vous donne toutes les fonctions qui commencent par R. T'as fait save as quand t'as fait la fonction? Ouais, j'ai fait, mais je sais pas, Ah, c'est bien, parce que moi, ça me le montre, hein. Ouais, je sais pas. ouais, je sais pas, je vais regarder. Ok, non, bah, très bien. Est-ce que vous arrivez à l'écrire? Ouais, ouais, par contre, ouais, j'arrive à calculer, hein. Le calcul est bon, tout est bon, mais c'est juste ça, quoi. D'accord. OK. Est-ce que tout le monde arrive à exécuter cette fonction et surtout, est-ce que tout le monde a compris cette fonction? Vous n'avez pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Donc, vous avez pris le temps de la noter et de pouvoir maintenant l'exécuter. Donc, vous voyez bien que je vais pouvoir l'exécuter toujours avec le même critère si je veux rester à cette précision-là, quel que soit le nombre dont je veux calculer la racine carrée. Donc, si je prends bien entendu 16, qui est quelque chose d'assez simple, ben, il va nous afficher 4.0000. OK. Bon, alors, donc maintenant qu'on a écrit notre algorithme, qu'on l'a exécuté, on peut légitimement se poser la question de savoir, mais en fin de compte, qu'est-ce qui nous garantit qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui converge vers les résultats que l'on attend. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, si on reprend le cours, comment est-ce qu'on va montrer au fait que on a bien la convergence de notre algorithme? Il suffit juste de voir un petit peu comment on va montrer ça de manière géométrique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de manière géométrique? On va donc prendre x égale avec l'exemple de x égale à 10, on va construire la fonction 1 demi de a plus x sur a, qui est représentée, elle, par cette courbe bleue que vous avez ici. Et bien entendu, comme on cherche a égale à f de a, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais également tracer une droite ici, y égale à x, une droite à 45 degrés. C'est la droite qui correspond en fait à a égale à a. Et donc, nous, ce qu'on cherche, on cherche à obtenir f de a, ça c'est f de a, égale à a. Donc, ça veut dire qu'en fait, on cherche le point d'intersection entre cette courbe rouge, qui est ici, et la courbe bleue. Donc, comment ça va marcher? Ben, au début, qu'est-ce qui se passe? On démarre avec A0 égale à 10. Donc, souvenez-vous qu'on démarre avec A0 égale à 10. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais partir d'ici, 10.
je vais monter sur ma courbe bleue, je vais obtenir A1. Ce A1-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais le reporter sur l'axe des abscisses. Donc, je vais aller sur cette droite-là, oblique. Je vais reporter le A1 ici. Et de nouveau, à partir de la courbe bleue, je vais obtenir le A2. Donc, je vais obtenir le A2. Alors, donc ici, je suis parti de A0. J'ai obtenu le A1. Ce A1-là, je vais descendre sur la courbe bleue, je vais obtenir le A2. Ce A2 qui est ici, je vais de nouveau aller sur cette droite rouge et je vais redescendre sur la courbe bleue, je vais obtenir le A3. Et vous voyez que petit à petit, je vais finir par venir sur ce point-là, qui est le point en fin de compte où j'ai A égale à F de A, c'est-à-dire ce point d'intersection entre la courbe rouge et la courbe bleue. Donc ça nous montre qu'effectivement, notre algorithme, il finit toujours par converger vers la solution du problème. D'accord? Si imaginons que par exemple, j'avais démarré avec un A0 qui est ici. Donc si j'avais démarré avec un A0 qui vaut 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur la courbe. Je vais obtenir A1. Ce A1 qui est ici, je vais le ramener sur l'axe des abscisses grâce à la droite oblique. Je vais venir ici. À partir de l'axe des abscisses, ici, je vais remonter sur la courbe bleue et de nouveau, voilà, je vais finir par converger vers le point d'intersection. Donc, à l'aide de cette petite construction géométrique, on arrive tout simplement à montrer qu'on a bien la limite quand K tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand j'augmente le nombre d'itérations, j'ai bien A de K plus 1 qui finit par devenir égal à A indice K. C'est-à-dire A égale à F de A. C'est-à-dire intersection, le point d'intersection entre la droite oblique ici et la courbe bleue. C'est OK pour tout le monde? Vous pouvez remontrer la formule avec la limite, s'il vous plaît? Merci. Alors, imaginons que maintenant, on veuille récupérer au fait toutes ces valeurs intermédiaires avant d'arriver à notre résultat. Parce qu'au fait, voilà, on veut montrer comme quoi on a notre algorithme, il calcule toutes ces valeurs intermédiaires et que petit à petit, il finit par trouver le résultat auquel que l'on recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme modification au niveau de notre fonction? Au niveau de cette fonction MATLAB, quelle modification on doit pouvoir apporter à cette fonction-là pour récupérer tous les points intermédiaires avant d'arriver au résultat final? Est-ce que quelqu'un a une idée? On enlève le point virgule? Effectivement, si j'enlève le point virgule, là, je suis d'accord avec vous, si j'enlève le point virgule, donc je vais l'enlever et je vais resauvegarder ma fonction, CTRL S, au fur et à mesure qu'il l'exécute, il va m'afficher les résultats intermédiaires. Donc ici, au fait, voilà, on a démarré avec 16,
il a calculé 8.5, 5.19, 4.13, 4.00, 4.00, et puis en fin de compte, il est arrivé au résultat final. Ça, c'est bien comme réponse, mais ça ne me suffit pas pour récupérer ces résultats intermédiaires. Je voudrais les récupérer dans une variable, dans un tableau, pour pouvoir après les utiliser. Qu'est-ce que je pourrais faire? On rajoute l'argument n. Non, ça va pas arranger grand-chose de rajouter un argument n. Il faudrait qu'en fin de compte, ce y qui soit là ne soit pas juste une variable, mais que ce soit un quoi? Monsieur, il y a quelqu'un dans le chat qui a mis faire une boucle. Ben, on a déjà la boucle ici, y. Si je veux récupérer les résultats intermédiaires, c'est-à-dire que je ne veux pas juste que y m'affiche. Quand la fonction a terminé l'exécution, elle renvoie sa valeur dans y, et c'est ce y-là que je vois. Il faudra faire un échantillonnage de toutes les valeurs intermédiaires. Un échantillonnage. Non, ce n'est pas tout à fait le terme. Il faudrait que je puisse les sauvegarder. Il faut mettre y égale l'ensemble des AA. Ouais, mais justement, comment je le fais? Comment j'écris ça? Avec la fonction plot, non? Non. Donc, du coup, ça nous amène à une troisième version de notre fonction que j'ai appelée ici racine carré 3. Alors, on va l'examiner. On va examiner cette troisième fonction ici. Et vous allez me dire quelle est la différence avec la fonction précédente. Donc, on va relancer notre loop ici. Voilà. Là, vous allez bien pouvoir la voir. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu l'examiner. C'est quoi la différence avec tout à l'heure? On a rajouté K. Qui sert à quoi? Il sert à quoi ce cas? Essayez de voir quelle est la différence entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a là. C'est pour noter tous les résultats intermédiaires, c'est ça? Exactement. Une fois, il y a K vaut 0 en premier temps, après il y aura 1, après 2, etc. jusqu'à ce qu'on aura Très bien. On arrive à la condition. OK. Et je me sers de ce cas pour faire quoi? Je me sers Pour nommer les Y0, Y1 et tout. Exactement. Les résultats intermédiaires. Voilà. Ça veut dire que cette fois-ci, quand cette fonction-là est exécutée, elle va me renvoyer non pas une valeur, mais un tableau de valeurs. Ce Y-là, c'est devenu maintenant un tableau de valeurs. Pourquoi? Parce que à chaque itération de cette boucle, ben, j'ai sauvegardé la valeur. La première fois, je l'ai mis dans Y1. La deuxième fois, dans Y2, Y3, Y4, etc., etc. Donc, en fin de compte, quand je vais exécuter cette fonction-là, je vais récupérer un tableau Y de valeur. Vous comprenez ça? Donc là, si maintenant, je prends racine carrée, donc je vais diminuer maintenant le zoom, voilà. Si je prends racine carrée de, alors on va prendre quelque chose d'un peu plus compliqué que 16, alors on va prendre racine carrée par exemple de 26, voilà. Il faut que vous mettiez la racine carrée 3. Exactement, il faut que je l'appelle 3, voilà.
Si maintenant je fais racine carrée 3 de 26 avec une précision de 0,0001, la fonction, elle, va me rendre un ensemble de valeurs qui sont là. La valeur de départ, première itération, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. D'accord? Bien entendu, si je prends une précision encore plus fine, je pourrais m'attendre à plus de valeurs. Et c'est le cas ici. Donc, si je regarde, voilà. La première fois, j'avais K qui s'arrêtait à 6. Et là, j'ai diminué encore mon erreur. Et là, maintenant, j'ai K qui va jusqu'à 7. Et donc, en fin de compte, ma fonction ici me renvoie un tableau de valeurs. Et non plus la dernière valeur. Ce qui fait qu'en fin de compte, ces ensembles de points, je peux très bien, par exemple, dire, voilà, je peux très bien afficher ces résultats-là en faisant tout simplement un plot 11. Voilà, donc je démarre de 26 et petit à petit, je vais converger vers mon point. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fin de compte, imaginons que je veux avoir quelque chose d'encore plus précis. Voilà, plot encore avec une erreur encore plus fine. Ben là, avec l'erreur que je donne, j'ai toujours le même nombre de valeurs. Alors, on va voir si on arrive à avoir quelque chose un peu plus. Non, parce qu'on arrive déjà à la convergence juste avec cette itération. Voilà. Et je peux tout simplement montrer qu'effectivement, ça converge. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est de se dire, voilà, mais là, par exemple, j'ai démarré avec AA égale à X, je peux très bien, par exemple, dire, voilà, quand je calcule la valeur absolue de X, je peux très bien démarrer par quelque chose qui va au-delà de X. Je peux prendre, par exemple, 2 fois X. Voilà. Et donc, forcément, ici, je vais avoir plus de valeurs. Donc là, j'ai démarré à la valeur 52 et hop, il a fini par converger vers la racine carrée de 26. Et je peux bien sûr aussi afficher ces résultats-là. Donc, je vais faire un hold on pour garder ce graphe et faire un plot de ce que m'a donné ma fonction. Voilà. Et ça me permet en fait de montrer comme quoi, quel que soit le point à partir duquel je vais démarrer, je vais finir par converger vers la solution de mon problème. D'accord? Donc, je remets la fonction comme elle était. Voilà. Donc là, vous avez compris qu'une fonction, en fin de compte, quand elle est exécutée, elle peut vous renvoyer soit une valeur, soit un tableau de valeurs si vous avez besoin de récupérer des valeurs intermédiaires du traitement qui est appliqué par cette fonction. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ok. Oui. Bon, bah, si c'est clair, on va donc continuer ce cours-ci. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, hein? Il ne faut pas perdre de vue ce qu'on a fait jusqu'à présent. On n'a pas fait grand-chose. On s'est tout simplement
on a tout simplement défini un peu ce que c'était que l'analyse numérique. Et ensuite, on s'est attaqué à un problème assez classique, assez simple, qui est celui de la racine carrée d'un nombre. Et on a donc établi un algorithme qu'on a implémenté selon 3 versions avec le langage MATLAB. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, dans le cours que je vous transmettrai bien sûr, vous trouverez d'autres exemples de calcul numérique. Par exemple, comment je calcule le factoriel d'un entier. Calculer le factoriel d'un entier, ben c'est pareil. L'algorithme consiste tout simplement à dire, voilà, je vais, par exemple, si je veux calculer le factoriel de 10, ben, je vais écrire une boucle pour i allant de 1 jusqu'à 10, faire b égale à b fois i. Ce qui se traduirait en langage C par INTA égale 10, INTB égale à 1, INTI for i égale à 1, i inférieur ou égal à 1, i plus plus, b égale à b fois i. Et quand on a terminé la boucle, on imprime le factoriel. Donc, en MATLAB, on n'a même pas besoin de décrire la fonction, puisqu'en fin de compte, elle existe déjà dans la librairie MATLAB. Hein, si vous faites par exemple fact c'est factorial, voilà. Factorial, donc la fonction elle existe déjà, factorial de 10. Hop. Ben vous avez, il vous donne le factoriel de 10. Parce que cette fonction-là qui s'appelle factorial, elle existe déjà dans la bibliothèque de MATLAB. D'accord? Vous avez bien sûr, j'ai mis dans le cours un autre exemple qui est celui du produit scalaire de 2 vecteurs. Donc, souvenez-vous du produit scalaire de 2 vecteurs. On en a un petit peu parlé lorsque j'avais présenté le premier chapitre sur le calcul matriciel. Ben, c'est pareil. Si j'ai 2 vecteurs, ben, l'algorithme consiste à faire quoi? Consiste à prendre chaque composante de chaque vecteur, de les multiplier entre elles et d'additionner ce résultat pour obtenir le produit scalaire. Donc, vous avez ici l'exemple de l'algorithme, vous avez ici l'exemple en C, et en MATLAB, bien entendu, on n'a pas besoin d'écrire une fonction pour calculer le produit scalaire de 2 vecteurs, puisque MATLAB fait déjà du calcul matriciel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va refaire une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez comment je fais déjà pour définir des vecteurs dans MATLAB? Vous vous souvenez ou pas? Non, je ne me souviens pas. Alors, imaginons que par exemple, je veux définir le vecteur A que j'ai ici dans le cours. Donc, on va le reprendre. Donc, notre vecteur ici, bon, voilà, 0, 1, 8, 7.5, 2.1. Voilà, je vais le mettre ici. Hop. Je vais remonter d'un cran. Voilà, donc, alors, on va mettre les deux. Voilà, on va mettre les 2 fenêtres. Attendez une seconde, qu'est-ce qu'il m'a mis? Ouais, là. Voilà, donc 0.1, 8, 7.5 et 2.1, ben, comment je vais faire? Je vais tout simplement, dans MATLAB ici, mettre A égale, je vais ouvrir un crochet et je vais le fermer. Voilà. Et bien sûr, ici, je vais renseigner ce vecteur-là avec les valeurs 0.1, 8, 7.5 et 2.1. 7.5 et
points. Là, dans MATLAB, qu'est-ce que je viens de définir? Je viens tout simplement de définir ce qu'on appelle un vecteur ligne. D'accord? Alors, quand je regarde ce que j'ai écrit ici dans le cours, j'ai un autre vecteur ici qui s'appelle B et qui, lui, contient 0,15,8. Là, je vais reprendre A. Voilà, je vais le changer en B. Et je vais mettre dedans 0,15, 8, 7,6, 7,6 et 1,2. Et 1,2. Voilà. Donc là, c'est mon vecteur B. Mon vecteur B, c'est un vecteur qui est ligne aussi. Donc, si je veux calculer le produit scalaire entre A et B, est-ce que vous vous souvenez que lorsqu'on calcule un produit scalaire, quelles sont les conditions que doivent respecter nos vecteurs? Est-ce que vous vous souvenez de ça? La règle des lignes et des colonnes, non? Exactement. Tout le produit scalaire, donc je vous le répète, ici, le produit scalaire se fait toujours entre, ça c'est scalaire, hein, pas scolaire, scalaire. Voilà, produit scalaire se fait toujours entre un vecteur ligne et un vecteur colonne. Voilà. Donc, toujours entre un vecteur ligne et un vecteur colonne. Ça veut dire que si ici, je demande à MATLAB de faire A fois B, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir le faire ou pas? Non, il faut transposer B. Ouais, non. Exactement. Donc là, si je lui fais A fois B, vous avez tous bien compris ça. Si je fais A fois B, il va me dire non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce produit scalaire. Si par contre, je lui dis A fois le transpose de B, effectivement, il va pouvoir réaliser le produit scalaire et il va donc me donner le résultat. C'est qu'est-ce qu'il va me donner comme résultat? Il va tout simplement prendre ce point-là, il va le multiplier par celui-ci. Il va ensuite l'additionner à ce point-là multiplié par celui-ci. Et il va l'additionner avec le point-là multiplié par celui-ci. Et enfin, il va encore additionner le dernier point avec ce dernier point. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'écrire une fonction produit scalaire. Dans MATLAB, quand lui, il voit le signe multiplié et qu'il a affaire à des vecteurs, il comprend que c'est un produit scalaire qu'il doit faire. Donc voilà comme exemple celui du produit scalaire. On a bien sûr un autre dernier exemple que je vous ai mis dans le cours, qui est celui de la multiplication d'une matrice par une matrice. D'accord? Donc vous avez ici bien entendu l'algorithme, où on va retrouver bien sûr deux boucles pour pouvoir parcourir les index des matrices. Et on va trouver une boucle interne ici pour pouvoir calculer les éléments de la matrice C, sachant que ici, C, c'est la matrice A que multiplie la matrice B. Donc c'est pareil, on n'a pas besoin d'écrire une fonction qui va multiplier deux matrices entre elles, parce que tout simplement, c'est dans MATLAB, on aura déjà cette possibilité de le faire juste avec l'opérateur multiplier, puisque, comme je vous l'avais déjà montré, si je prends
Prenons par exemple une matrice A que je vais prendre égale à une matrice aléatoire 3 par 3. Bonjour. Voilà. Et une seconde matrice B que je vais prendre égale par exemple à une matrice unitaire qui contient que des 1, ones, 3 par 3. Voilà. Donc quand je vais lui faire A fois B, il va comprendre qu'il va falloir faire un produit matriciel et il va donc me donner mon résultat. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on a eu l'occasion de voir ensemble, c'est pour ça que je passe dessus un peu plus vite que d'habitude. Voilà, donc pour aujourd'hui, hein, on a donc, je reprends un petit peu le fil des choses, voilà, on a défini l'analyse numérique et on a vu bien sûr des exemples ici avec des petits rappels sur MATLAB. Voilà. Rappel sur MATLAB. Et on va donc dès maintenant attaquer ce point 3 qui est le calcul des racines d'une fonction. Donc ce point 3 là, calcul des racines d'une fonction, ben, là on va déjà se poser le problème qui est celui des racines d'une fonction et rappeler de quoi il s'agit. Donc, calcul des racines d'une fonction. Donc, le problème est le suivant. Une fonction f de x connue en chacun de ces points possède une ou plusieurs racines, qu'on appelle les zéros de notre fonction. Comment fait-on pour déterminer ces racines? Donc, c'est quoi le problème? Le problème est très simple à comprendre. Donc, j'ai une fonction. Donc, x, f de x. Voilà. Cette fonction-là, elle coupe l'axe des abscisses en un point, qu'on appelle ici le zéro de la fonction. Zéro de la fonction, c'est-à-dire le point x pour lequel f de ce point vaut 0. 0 ou racine. Ça s'appelle une racine. 0 ou racine. Voilà. Donc la question, c'est comment je trouve le 0 de cette fonction. Donc, pour trouver le 0 de cette fonction, on a bien sûr des méthodes. Les méthodes de recherche de racines sont itératives. Vous comprenez tous ce que ça veut dire maintenant le mot itératif. C'est une méthode que je vais répéter plusieurs fois, partant d'une ou de plusieurs estimations de la racine. Ces méthodes convergent par itération successive. Après, bien entendu, on a plusieurs méthodes à notre disposition et le problème va consister à trouver un compromis entre la vitesse, c'est-à-dire à laquelle des méthodes convergent le plus vite, et la fiabilité, c'est-à-dire qu'au fait, c'est laquelle des méthodes qui va me fournir des résultats précis. Voilà un peu le problème que l'on se pose du calcul des racines d'une fonction. On va bien sûr reprendre une méthode qu'on a vue à titre d'exercice avant que vous ne repartiez en entreprise.
et qui s'appelle la méthode de la dichotomie. Donc, souvenez-vous qu'on avait vu cette méthode-là dans un exercice et qui est une méthode qui est très précise et qui présente bien entendu l'inconvénient qu'elle soit un petit peu, on va dire, un peu lente, parce que tout simplement, elle consiste à travailler sur un intervalle de plus en plus petit jusqu'à obtenir la solution de notre problème. Alors, si on regarde un petit peu comment marche cette méthode, donc vous avez devant vous ici un graphe, vous avez ici l'axe des abscisses, et vous avez là la fonction qui coupe l'axe des abscisses en un point, ici, qui est donc ici le 0 de notre fonction. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va trouver ce point? Alors au départ, bien sûr, on va toujours partir d'un intervalle où on a localisé notre solution. Alors, on sait que notre solution se trouve dans l'intervalle x indice 0, ici, x indice 0, x indice 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de cet intervalle-là, x indice 0, x indice 1, et on va prendre le point milieu de cet intervalle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais x indice 0 et x indice 1, je vais pouvoir ici calculer le point milieu x indice 2. Et ce x indice 2, il est égal à quoi? Est-ce que vous pouvez me dire comment je trouve le x indice 2 à partir de x indice 0 et x indice 1? Vous pouvez répéter? Comment je trouve le point milieu si je connais les extrémités de mon intervalle? x0 plus x1 divisé par 2. Exactement. Donc ici, ça va être tout simplement x indice 0 plus x indice 1, voilà, divisé par 2. Donc, je vais trouver le point milieu. Il est là. Une fois que j'ai ce point milieu, il va falloir que je continue à travailler parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ma solution. Donc là, si on regarde cette figure-ci, vous voyez bien que ma solution, la prochaine solution, je vais pas la chercher dans l'intervalle x indice 0, x indice 2, mais je vais la rechercher dans l'intervalle x indice 2, x indice 1. Pourquoi? Parce que x0, il est entre, enfin le 0, il est entre les deux. Ouais, mais comment la machine peut le savoir? Quel test je dois faire pour choisir le bon intervalle? Comment? Il faut faire l'un fois l'autre et voir si c'est négatif. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai calculé le point milieu, je vais ensuite évaluer deux produits. Je vais voir le produit f de x0 que multiplie f de x2 et je vais voir le produit f de x1 que multiplie f
le x2. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de f de x1 que multiplie f de x2? Positif. Alors, f de x0 que multiplie f de x2, je vois bien que f de x0 est négatif, f de x2 est négatif, donc effectivement, f de x0 que multiplie f de x2, c'est quelque chose qui est positif. Qu'est-ce que je peux dire du signe de f de x1 que multiplie f de x2? Négatif. Lui, il est négatif. Donc, ça veut dire qu'au fait, je vais rechercher ma solution dans quel intervalle? Ou c'est négatif. Où c'est négatif, exactement. Donc, je vais le rechercher dans l'intervalle x2, x1. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, l'algorithme. Et on l'a déjà vu avant d'attaquer ce chapitre d'analyse numérique. Donc, l'algorithme, ici, on peut l'énoncer de cette façon-là. Donc, méthode de la dichotomie. La racine se trouve... Est-ce que vous pouvez remonter, s'il vous plaît? Je n'avais pas fini de recopier. Merci. C'est bon? C'est bon, merci. OK. Donc, en fait, l'algorithme est le suivant. La racine se trouve initialement dans l'intervalle de recherche, x indice k plus 1. On a donc f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 1 qui est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'au départ, je m'assure, avant de faire démarrer l'algorithme, que j'ai bien la racine que je recherche dans mon intervalle de départ. Qu'est-ce que je fais? Étape numéro 1, choisir comme nouvelle abscisse x indice k plus 2 égale à x indice k plus x indice k plus 1 divisé par 2, qui est donc le point milieu de l'intervalle. Si f de x indice k que multiplie f de x indice k plus 2 est inférieur ou égal à 0, la solution se trouve dans l'intervalle x indice k plus 2, qui devient alors le nouvel intervalle de recherche. Au contraire, c'est-à-dire que je n'ai pas f de x indice k que multiplie f indice 2 qui est inférieur ou égal à 0, ben dans ce cas-là, mon intervalle, ça va être x indice k plus 2, x indice k plus 1. Revenir au point 1, hop, jusqu'à ce qu'il y ait convergence. Alors, imaginons que maintenant, on vous demande de retranscrire cet algorithme-là sous forme d'une fonction MATLAB. Voilà. Imaginons qu'on vous demande d'écrire voilà, une fonction MATLAB qui applique cet algorithme-là de dichotomie. Alors, est-ce que vous êtes capable de pouvoir écrire cette fonction-là? On pourrait appeler dichotomie, par exemple. Donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est que vous allez, bien entendu, essayer de vous exercer là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, voilà, on va reprendre ici nos fonctions.
Donc, on va fermer tout ça. Hop. Voilà. Fermer ça. Fermer cette figure. Voilà. Et on va donc prendre, hop, ici, notre fonction qu'on a appelée donc dichotomie. Alors, on la retrouve déjà. Voilà. Dichotomie. Hop, elle est là. Fonction de dichotomie que je vais, bien entendu, masquer. Voilà, donc je vais la masquer. Hop, hop, hop. Je vais masquer cette fonction-là. Et vous allez, bien sûr, alors, on va travailler avec, comme d'habitude, avec une loupe. Voilà. Plus. Voilà. Tac. Voilà. Voilà un peu le... Voilà. Donc, j'ai une fonction. On va faire les choses bien. On va diminuer ça. Là. Hop. Voilà. Donc, j'ai une fonction qui me renvoie un résultat. Je l'appelle dichotomie. Je lui communique 3 arguments, A, B et N. Et elle se termine ici, AND. Et je voudrais que cette fonction-là applique l'algorithme de dichotomie que je viens de vous décrire. Alors, ce qui serait bien, surtout que vous avez maintenant la possibilité de faire MATLAB directement là, à partir de votre PC, ça serait essayer de le faire là tout de suite, essayer d'imaginer quel peut être l'intérieur de cette fonction-là. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut avoir accès au PDF? Vu que là, en fait, on n'arrive pas à voir la question, en fait. Et la question, je suis en train de vous la dire, là. Là, la question. Je suis en train de vous dire exactement, oralement, de quoi il s'agit. Mais vous voulez voir le PDF, pourquoi? Pour voir l'algorithme? En fait, c'est l'algorithme. Ouais. Ah, ok, d'accord, très bien. Ok, alors, donc on va vous montrer l'algorithme. L'algorithme, lui, alors, donc l'algorithme, il est là. Donc, l'algorithme vous dit, voilà, je vais démarrer avec un intervalle de départ. Donc, vous avez tous bien compris que vous avez fait la correspondance avec MATLAB. L'intervalle de départ, c'est quoi? C'est l'intervalle sur lequel je dois aller chercher ma solution et qui correspond à quoi dans la fonction ici? Ça, c'est l'extrémité gauche de l'intervalle, c'est A. Et ici, B, c'est l'extrémité droite. D'accord? C'est ce qui correspond ici à x indice K plus 1. Bien entendu, on a vérifié auparavant qu'on avait bien f de A. On avait bien f de A que multiplie f de B qui était inférieur à 0. C'est la raison pour laquelle on a, quand on va lancer notre fonction là, on va s'assurer qu'on a bien notre 0 qui se situe entre A et B. Donc, quand on rentre dans cette fonction, quel est le premier calcul qu'on va faire? Calculer le milieu d'intervalle. Exactement. Donc, ça veut dire que quand je rentre dans cette fonction-là, hop, la première des choses que je vais faire, ben, c'est que
je vais déjà dans un premier temps avoir, bien sûr, déjà je vais avoir une boucle qui va faire cette opération plusieurs fois. Donc, vous avez déjà ici le for avec le AND qui se termine là, for i égale 1 jusqu'à n. Et qu'est-ce que je fais dans cette boucle-là? Je calcule ici le point milieu. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai C égale à A plus B divisé par 2. OK. Alors, A plus B divisé par 2. Donc, il faut qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de faire. Donc, ça veut dire que, hop, au départ, j'ai ici A. Ici, j'ai B. Voilà. Et qu'est-ce que je calcule? Je calcule le point milieu ici, qui est le point C. Donc, ça veut dire que je vais avoir deux cas de figure possibles. Je peux avoir le cas de figure où je vais avoir une fonction. Alors, je vais élargir un petit peu ça. Voilà. Je peux avoir le cas de figure où je vais avoir une fonction qui fait ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux dire de... Ça, c'est f de A. Ça, c'est f de C. Ça, c'est f de C. Ici, c'est f de A. Donc, dans ce cas de figure-là que je suis en train de dessiner, qu'est-ce que je peux dire de f de A fois f de C? Quel est son signe? Négatif. Exactement. Dans ce cas de figure que je viens de dessiner, j'ai f de A fois f de C qui est négatif. Donc, ça veut dire que mon prochain intervalle de travail, ça va être lequel? AC. AC. Donc, ça veut dire que si if f de A fois f de C est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si je suis dans ce cas de figure-là, alors, qu'est-ce qui va se passer? A, lui, je ne le touche pas, je le garde. Et le B que j'avais avant, il devient égal à C. B égale C. Sinon, c'est quoi ce sinon? Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas dans ce cas de figure qui est là, mais que je suis dans le cas de figure qui est celui-ci, voilà. Donc là, je suis dans quel cas? Qu'est-ce que je peux dire dans le cas bleu là? F de A fois F de C, il est comment? Positif. Exactement. Donc là, je vais avoir F de A fois F de C qui, lui, est positif. Donc, ça veut dire que mon intervalle, c'est lequel mon intervalle avec lequel je vais travailler, le prochain intervalle? Entre C et B. Entre C et B, c'est exactement ça. C'est-à-dire que B, je ne le touche pas. Et A, là, devient égal à C. A égale à C. Et je reboucle. Je reboucle, puisque maintenant j'ai une nouvelle valeur, j'ai un nouvel intervalle, identifié toujours par AB, et je calcule de nouveau son point milieu. Et je refais le test. Et je calcule le point milieu. Et je refais le test. Combien de fois je vais faire ça?
jusqu'à que c'est égal à 0. N fois? Non, c'est écrit dans la fonction. N fois? N fois, exactement. Je vais le faire N fois. Donc, je vais faire ça N fois. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord, donc faites-le là tout de suite pour ceux qui essaient. Normalement, vous avez tous la possibilité de le faire maintenant. Vous saisissez maintenant cette fonction-là. Saisissez-la, là maintenant. Donc, vous allez saisir cette fonction-là. Et cette fonction-là, bien sûr, ne peut marcher que si quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner une explication? Qu'est-ce qui n'est pas encore connu dans cette fonction? Les valeurs de A et B. Ça, on va les donner au moment où La on fonction? va l'exécuter. Là, La fonction f? exactement, cette fonction f là, elle n'est pas connue. Sauf qu'on l'a définie dans un autre fichier que j'ai appelé ici f. Voilà. Donc j'ai la fonction ici qui s'appelle dichotomie et j'ai ici ma fonction f. Est-ce que vous avez saisi cette fonction? Pas fini. Donc vous saisissez cette fonction-là et vous avez compris que cette fonction fait appel à une autre fonction, celle pour laquelle on recherche un 0, et qui, elle, est définie dans un autre fichier. Voilà. Dans un autre fichier. Donc voilà la fonction dichotomie. Et on va bien sûr s'attaquer à un exercice qui est donc celui-ci. Donc cet exercice-là, c'est celui que vous allez faire là maintenant dans les minutes qui suivent, et vous allez bien entendu le résoudre en utilisant MATLAB. Donc dans cet exercice-là, on a affaire à une fonction f de x égale à 4x au cube moins 3x carré moins 6x plus 2. Donc je vais le noter quelque part ici. Voilà. Fichier nouveau. Enregistré.
qu'on a affaire à une fonction f de x, égale 4x au cube moins 3x carré moins 6x plus 2. Moins 6x plus 2. Voilà. Ça veut dire qu'au fait, quand je vais résoudre cet exercice-là, ben, il va falloir que j'utilise cette fonction-là. Et donc, ça veut dire que sur MATLAB, voilà. Et donc, ça veut dire que sur MATLAB, ben, il va falloir que je travaille avec cette fonction-ci. On va faire ça comme ça. Donc, ça veut dire que cette fonction que j'ai là, f, je vais définir là-dedans ma fonction qui est ici. Donc, ça veut dire que là, ici, je vais mettre ça en commentaire et je vais libérer celle-là. Voilà. Donc, vous voyez que la fonction que je vais mettre dans MATLAB, ici, elle correspond à celle de l'exercice 4x au cube, moins 3x carré, moins 3x au carré, moins 6x, plus 2. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au fait, vous allez noter cet exercice-là. Donc, on vous donne une fonction. Alors, je vais zoomer dessus, que ce soit clair pour tout le monde. Hop. C'est un peu trop. Pas moyen de régler la loupe. Comme ça, on voit bien. Hein. OK. Donc, on vous donne une fonction. Soit f de x égale à ça. Avec x appartenant, on s'intéresse à l'intervalle moins de 2. On vous demande d'étudier les variations. Ça, c'est des choses que vous savez faire. On vous demande de montrer que chacun des intervalles moins 2, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 et 1, 2 contient une racine unique. Donc ça, c'est des questions très classiques que vous savez résoudre. Et ensuite, on vous demande de calculer la racine alpha appartenant à 0,1 de l'équation f de x égale à 0 avec la méthode de la dichotomie à 0,04 près. On calculera d'abord le nombre minimum d'itérations nécessaires. Donc là, bien sûr, comment vous allez connaître le nombre d'itérations nécessaires pour trouver une solution à 0,04 près? Ben, on vous donne une formule qui est l'erreur d'approximation de la méthode de la dichotomie est donnée par x indice n moins alpha égale à b moins a divisé par 2 à la puissance n plus 1. Avec bien sûr alpha qui est donc le zéro de notre fonction. C'est-à-dire celui que l'on recherche par approximation avec x indice n. Donc après on vous dit n, bien sûr, c'est le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir la convergence. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que vous allez faire pour la fois prochaine, et vous allez commencer dès maintenant, vous allez résoudre cet exercice en partie classiquement, c'est-à-dire à la main, sur une feuille, et par la suite, vous allez trouver, une fois que vous avez trouvé le nombre d'itérations qu'il faut pour obtenir une solution à 0,04 près, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser MATLAB
c'est-à-dire cette fonction-là, dichotomie que vous avez écrite, dans laquelle, donc là, vous allez tous me répondre à la question, quand je vais l'exécuter par rapport à cet exercice-là, je vais l'appeler avec à quoi va correspondre A et à quoi va correspondre B par rapport à ce qui est demandé dans cet exercice. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Moins 2 et 2. Moi, j'aurais dit moins 2 et 2. Non. On vous demande de calculer la racine alpha appartenant à… Ah, 0. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous allez résoudre cette question avec MATLAB, vous allez appeler votre fonction avec ici, donc vous allez faire ici dichotomie 0, donc en parenthèse 0, virgule 1, virgule, et là, combien d'itérations? Avec combien d'itérations je vais l'appeler? Ben, on vous demande de déterminer ce nombre d'itérations, justement, dans cet exercice. Donc, une fois que j'ai déterminé le nombre d'itérations, je vais passer sur MATLAB, hop, et je vais résoudre ce problème, parce que je n'ai pas envie de faire les calculs, de diviser les intervalles, de tester, de diviser, de tester, de diviser, de tester. J'ai envie de le faire avec ma fonction, sachant qu'au préalable, dans F, vous avez défini la fonction de l'exercice. Est-ce que les consignes que je viens de vous donner sont claires ou est-ce que vous avez besoin de précision? Un peu de précision, s'il vous plaît. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dans la question 3, en fait, Oui, le nombre d'itérations. oui, C'est à nous de déterminer ou… oui. C'est à nous de le déterminer. Alors, comment est-ce qu'on va le déterminer? Donc, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne une formule, ici. D'accord? Qu'est-ce qui a marqué ici? Est-ce que vous pouvez le lire, là, vous, là, qui m'avez posé la question? Est-ce que vous pouvez lire qu'est-ce qui a marqué, là? Là où je suis en train de passer avec mon curseur. X puissance xn moins a moins alpha. Répétez. Xn moins alpha. X indice n moins alpha. En quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre eux, là? C'est quoi les deux barres, là? Module. Absolu. Valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, déjà? C'est pour ça que… Alors, je vais un petit peu zoomer, là, comme ça. Ce x indice n, ça, c'est la solution approximative. Solution approximative. Le alpha que vous avez ici représente la solution absolue. Le vrai zéro dans cet intervalle-là, 0, 1. Sauf que je ne le connais pas. Et donc, je recherche quelque chose d'approximatif qui est là. Et donc, la formule là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que l'écart entre la solution approximative et la solution absolue, cet écart-là, il est donné par quoi? Il est donné par B moins A divisé par 2 à la puissance n plus 1. Donc, le B et le A, par rapport à la question, ça représente quoi? Le B, il représente quelle valeur? 1. 1, exactement. Et le A? 0. 0. Donc, ça veut dire qu'au fait, je veux que l'écart entre la solution approximative et la vraie solution, je veux que cet écart-là, donc 1 moins 0, divisé par 2
à la puissance n plus 1, c'est ça la formule de l'écart. Je veux que cet écart-là n'excède pas combien? Non. 0,04. Exactement. Donc, je veux que cet écart-là reste inférieur ou égal à combien? Vous venez de le dire. Ah oui, 0,04, mais bon. Exactement. Voilà. 0,04. Donc, cette inéquation-là que j'ai ici, elle va me permettre de connaître quoi? Le nombre d'itérations. Exactement. Et une fois que j'ai résolu cette inéquation et que j'ai obtenu mon nombre d'itérations, je vais utiliser ma fonction MATLAB pour résoudre mon problème. Les consignes sont claires? Oui, c'est clair, monsieur. OK? Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir attaquer cet exercice? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, monsieur. OK, très bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vérifier. Alors, je vais le faire peut-être, je vais le faire de manière assez rapide. Hop. Vous êtes. Alors, il y a 48 participants. Donc, vous êtes normalement tous présents. Oui. OK, donc vous êtes tous présents. Très bien. Vous avez tous aujourd'hui remis la main un peu sur MATLAB. Vous avez normalement la possibilité maintenant de saisir les fonctions qu'on voit en cours et de les exécuter. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, là pour aujourd'hui, je peux clôturer le cours d'aujourd'hui et vous dire vendredi. Mais si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Monsieur, vendredi, c'est l'après-midi? Oui. Ok, parfait. Très bien. Messieurs, Oui. on vient d'avoir la confirmation par email de Madame Letier que les examens seront en distanciel. Ça se passera comment pour votre cours? On aura un examen avec vous? Oui. Ok. Ça va être en termes de quoi l'examen? L'examen va porter sur ce qu'on aura vu d'ici la date de l'examen. Les modalités, elles se feront sous forme d'un examen en distanciel où vous aurez probablement un genre de formulaire dans lequel il y a des questions. Vous devez donc répondre dans des encarts. Et puis, il y aura même pas peut-être, sûrement même, des questions à choix multiples. Ah, c'est un QCM, ok, d'accord. Voilà, sous forme de QCM. D'accord, ok. On doit faire les calculs chez nous en papier et après on aura à répondre, c'est ça? Là, vous pouvez très bien faire des calculs dans votre feuille, sur votre coin de table, et ensuite reporter les résultats dans les encarts. D'accord. Voilà. Voilà, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire plus parce que d'abord, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, je ne l'ai pas encore préparé et je n'ai pas encore la date. D'accord? Monsieur, je crois que la date, elle est sur l'emploi du temps, hein, il me semble. Ok, ben je vais la regarder. C'est quelle date? Dans la semaine du 16 décembre. La dernière, mercredi, il me semble. la dernière semaine de décembre? Non, vers le 15, peut-être le 15 ou le 14. Entre le 15 et 20. Donc C'est un mercredi. Donc j'ai encore 20 jours à peu près. Ah bah, très bien, bah, c'est noté.
Ok. D'autres questions? Ok. Je peux clôturer le cours? Oui. Parfait. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir. Bon courage. Salam.